Au fil des siècles, peu de souverains ont réussi à marquer l'imaginaire collectif autant qu'Élisabeth Ier d'Angleterre. Fille du roi Henri VIII et d'Anne Boleyn, elle monta sur le trône en 1558, à l'âge de 25 ans, et régna pendant plus de 40 années. Elle ne se contenta pas d'être reine. Elle se façonna une image de légende vivante. Se surnommant elle-même la Reine Vierge, elle imposa à son royaume une vision où le pouvoir se mêlait étroitement au théâtre, à la mise en scène et à l'obsession du paraître. Dans les portraits officiels, elle apparaissait vêtue de robes somptueuses brodées de perles, le visage lisse et pâle comme de la porcelaine, le regard déterminé. Pourtant, derrière ce masque soigneusement construit, se cachait une femme hantée par la peur, la fierté et un besoin obsessionnel de contrôler l'image qu'elle renvoyait au monde. L'hygiène à l'époque élisabéthaine n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. Elle n'était pas associée avant tout à la santé, mais à l'apparence et au statut social. L'eau courante n'existait pas, et se baigner relevait plus du rituel exceptionnel que de l'habitude quotidienne. On craignait l'eau froide, soupçonnée de transmettre des maladies et d'affaiblir le corps. Les médecins et les gens du peuple redoutaient ce qu'ils appelaient les miasmes, ces effluves invisibles accusés de propager la peste et d'autres épidémies. Dans ce contexte, Élisabeth développa des pratiques étonnantes, qui aujourd'hui paraîtraient étranges, mais qui à son époque relevaient d'une logique implacable. Plutôt que de se laver fréquemment, la reine changeait de linge de corps plusieurs fois par jour. On pensait alors que les étoffes fines absorbaient les impuretés et les toxines de la peau. Elle préférait les linges parfumés et les tissus délicats au contact direct de son corps, convaincue qu'ils maintenaient sa fraîcheur. Lorsqu'elle se rafraîchissait, c'était avec des eaux parfumées à la rose, au vinaigre ou à des mélanges d'herbes concoctés par ses apothicaires. Ces préparations étaient délicatement appliquées par ces dames de compagnie, non pour nettoyer en profondeur, mais pour entretenir l'illusion d'une pureté immuable. Chers amis, puisque nous explorons ensemble les secrets parfois méconnus de l'histoire, permettez-moi une petite parenthèse. Si ces récits vous passionnent et que vous souhaitez en découvrir beaucoup d'autres, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Historiens silencieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à aimer cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à faire vivre ces histoires oubliées. Revenons à Élisabeth. L'un des aspects les plus singuliers de sa vie privée concernait sa relation avec le sucre. À la fin du XVIe siècle, cette denrée était rare et précieuse. Importée de contrées lointaines, elle coûtait si cher que la plupart des gens n'en goûtaient jamais de leur vie. Mais pour la souveraine, c'était un luxe quotidien. Elle raffolait des douceurs, violettes confites, fruits enrobés de sucre, massepain aux amandes, desserts nappés de sirop. Dans un monde où posséder du sucre était synonyme de richesse et de prestige, Élisabeth en faisait un symbole de la puissance croissante de l'Angleterre. Ce goût immodéré eut pourtant un revers cruel. Les soins dentaires étaient rudimentaires. Les brosses à dents, grossières, étaient remplacées par des chiffons, des brindilles ou des poudres à base de coquilles d'œufs écrasés. La reine utilisait un dentifrice maison, qui contenait du sucre lui-même, associé à des herbes aromatiques. En croyant nettoyer ses dents, elle les exposait à une dégradation rapide. Pire encore, elle employait des poudres abrasives qui rayaient l'émail. Peu à peu, sa dentition se noircit, se brisa, et certaines dents tombèrent. Les ambassadeurs étrangers notèrent dès les années 1590 l'état alarmant de sa bouche et l'haleine fétide qui en résultait. Il arrivait même que ses paroles soient difficiles à comprendre. Malgré la douleur et l'inconfort, Élisabeth refusait obstinément toute extraction dentaire, terrifiée par la souffrance que cela impliquait. Un courtisan,
Pour la rassurer, alla jusqu'à se faire arracher une dent devant elle, afin de lui prouver que l'opération n'était pas mortelle. Mais la reine resta inflexible. L'ironie de la situation fut que les dames de la cour, désireuses d'imiter chaque détail de son apparence, se noircirent volontairement les dents au charbon pour reproduire ce signe devenu, par caprice de mode, un attribut de noblesse. Ainsi, dans le cercle intime de la souveraine, même la carie se transforma en marque de distinction. Plus le sourire était sombre, plus la personne paraissait riche et influente. Parallèlement, Élisabeth façonna son visage comme on sculpte une œuvre d'art destinée à défier le temps. À son époque, la pâleur du teint était un signe de haut rang. Elle prouvait que l'on n'avait pas à travailler au soleil. Pour obtenir cet effet, elle utilisait un cosmétique redoutable, le blanc de Venise, un mélange de plomb blanc et de vinaigre. Cette préparation masquait taches et imperfections, mais pénétrait la peau et causait, à long terme, des ulcères, des cicatrices et un affaiblissement général de la santé. Plutôt que de renoncer, la reine appliquait des couches de plus en plus épaisses, transformant son visage en un masque immuable. Ses lèvres étaient colorées au moyen de pigments contenant du mercure, une substance extrêmement toxique. Les symptômes d'intoxication, troubles de la mémoire, tremblements, fatigue chronique, semblent avoir touché Élisabeth, bien qu'à l'époque nul ne fit le lien avec ses cosmétiques. Mais pour elle, l'apparence primait sur tout. Son visage n'était pas seulement le sien, c'était l'icône d'un royaume. Elle imposa même aux peintres de reproduire toujours les traits d'un modèle officiel, figé dans sa jeunesse, interdisant toute représentation réaliste de son vieillissement. À la cour, la lumière naturelle était évitée. Les portraits et les apparitions étaient soigneusement éclairés à la chandelle pour lisser les ombres et adoucir les contours. Dans ces dernières années, on murmurait qu'un simple contact risquait de fissurer la couche de fard couvrant sa peau. Elle bannit les miroirs de ses appartements privés, refusant de confronter son regard à la réalité. Ainsi se dessine le portrait d'une souveraine pour qui l'hygiène n'était pas tant une affaire de propreté que de stratégie. Chaque geste, chaque parfum, chaque étoffe participait à une mise en scène visant à protéger son pouvoir. Derrière les murs somptueux de ses palais, Élisabeth Ière entretenait un monde où l'eau était suspecte, où les senteurs masquaient la vérité et où l'illusion valait plus que la réalité. Pour comprendre pleinement la manière dont Élisabeth Ière entretenait son image, il faut se pencher sur son environnement quotidien, car il reflétait la contradiction constante entre le luxe apparent et la réalité matérielle. Les palais de l'époque élisabéthaine, vus de l'extérieur, ressemblaient à des écrins de pierre et d'or, grandes salles au plafond peint, tapisseries précieuses, tentures de velours et musique de cour. Mais derrière cette façade fastueuse se cachait un monde où l'hygiène moderne était inexistante. Il n'existait ni eau courante, ni système d'égout, ni commodité telles que nous les connaissons aujourd'hui. Les toilettes étaient, dans le meilleur des cas, des sièges en bois contenant un pot en céramique appelé « close stool ». Celui de la reine était richement décoré, mais restait rudimentaire dans son fonctionnement. Un récipient amovible recueillait les besoins, qui devaient être vidés et nettoyés à la main plusieurs fois par jour. Ce travail n'était pas confié à un domestique ordinaire, mais à un personnage de confiance, le « groom of the stool », littéralement le valet du siège. Ce titre prestigieux, loin d'être dégradant, donnait à son détenteur un accès privilégié à la vie intime de la souveraine, ainsi qu'à ses confidences et parfois même à des discussions politiques sensibles. Dans le reste du palais, la situation était bien moins raffinée. Les courtisans, serviteurs et invités utilisaient des pots de chambre ou de simples seaux pour leurs besoins. Ces récipients étaient vidés dans des fosses ou directement à l'extérieur des murs,
souvent la nuit, par des travailleurs appelés Night Soil Men, chargés de transporter les déchets humains jusqu'au lieu d'évacuation. Les odeurs qui en résultaient étaient persistantes et insupportables, malgré les tentatives pour les masquer. On brûlait des herbes comme la lavande ou le romarin, on étendait des jonchets de fleurs ou de paille imbibées d'huile parfumée sur les sols, mais sous ces couches se formaient rapidement des dépôts de saleté et de décomposition. Ces conditions expliquent pourquoi Élisabeth déplaçait fréquemment sa cour d'un palais à l'autre. Ce n'était pas seulement pour des raisons politiques ou protocolaires, mais aussi pour fuir l'accumulation des odeurs et des immondices. Plus on restait longtemps dans une résidence, plus l'air devenait vicié et la propreté illusoire. La toilette personnelle de la reine suivait un rituel précis. Lorsqu'elle ne se changeait pas de linge, elle se faisait tamponner la peau avec des linges imbibés d'eau parfumée, souvent à base de rose, de violette ou de vinaigre aromatisé. Elle portait en permanence des gants parfumés et distribuait parfois ce type d'accessoires à ses courtisans, comme un signe de faveur. Elle conservait sur elle des mouchoirs imprégnés d'huiles odorantes qu'elle portait à son nez lorsqu'une senteur désagréable se faisait sentir. Plus encore, elle utilisait des pomander, ces petites sphères ouvragées remplies d'herbes et de résine, suspendues à la taille ou cachées dans ses vêtements, véritables boucliers olfactifs contre la réalité ambiante. Même ses cheveux étaient intégrés à ce théâtre du paraître. Les laver à grande eau étaient rares, car l'on craignait que cela n'affaiblisse le corps et n'altère le maquillage du visage. Ses cheveux naturels étaient rigidifiés avec de l'eau sucrée et des blancs d'œufs, puis saupoudrés de poudre parfumée. Mais avec les années, l'usage intensif de produits toxiques, comme le plomb et le mercure, provoqua une perte progressive de sa chevelure. Pour maintenir l'image voulue, Élisabeth adopta des perruques, souvent rousses, en accord avec l'idéal de beauté qu'elle avait fixé pour elle-même et sa cour. Dans l'intimité, la reine était assistée par un personnel nombreux, mais toujours sélectionné pour sa loyauté et sa discrétion. Les gestes de sa toilette, aussi limités fussent-ils, relevaient d'un cérémonial destiné à rappeler à tous que son corps appartenait au symbole de la couronne, non à la simple réalité humaine. Ce corps devait rester parfait en apparence, inaccessible, presque sacré. Le refus d'Élisabeth de se montrer au naturel n'était pas une simple coquetterie. Dans un monde où une femme au pouvoir pouvait être discréditée par une rumeur ou un détail physique jugé déplaisant, l'image constituait une arme politique essentielle. L'illusion de jeunesse et de perfection n'était pas qu'une question de vanité. Elle consolidait son autorité et inspirait le respect. Les portraits officiels, figés dans un idéal immuable, renforçaient l'idée d'une souveraine intemporelle, presque divine, qui ne vieillissait pas et ne faiblissait pas. Cette discipline de l'image allait jusqu'au refus de certaines réalités quotidiennes. Se baigner impliquait un déploiement logistique considérable. Il fallait apporter une grande cuve en bois, chauffer des dizaines de seaux d'eau et mobiliser plusieurs serviteurs pour tout préparer. L'opération ressemblait davantage à une cérémonie qu'à un simple acte d'hygiène. Le risque de contact prolongé avec l'eau, perçue comme porteuse de maladies, renforçait la réticence de la reine à pratiquer ce type de bain. Le parfum et la poudre remplaçaient le savon et l'eau. Les senteurs fortes, florales ou épicées, servaient à marquer son passage et à établir une frontière invisible entre elle et le commun des mortels. L'odeur de la reine devenait partie intégrante de son aura, une fragrance maîtrisée, sans place pour l'imprévu ou le naturel. La cour elle-même participait à ce jeu d'illusions. Les dames de compagnie, soucieuses de plaire à la souveraine et de s'inscrire dans son esthétique, imitaient ses choix, qu'il s'agisse des tenues, du maquillage, ou même, comme nous l'avons vu, de la couleur sombre des dents.
La mode élisabéthaine, imposée depuis le trône, descendait ensuite dans les cercles aristocratiques et façonnait les tendances de tout un royaume. Cette maîtrise de l'image s'accompagnait cependant d'un coût physique lourd. Les substances toxiques utilisées pour blanchir la peau ou colorer les lèvres endommageaient la santé de manière irréversible. Les témoignages de la fin de son règne évoquent une reine affaiblie, souffrant de tremblements, de perte de mémoire et de lésions cutanées sévères. Pourtant, elle persista à se maquiller, ajoutant couche sur couche, comme pour sceller le masque qu'elle avait créé et empêcher qu'il ne se fissure. Au crépuscule de sa vie, Élisabeth n'était plus simplement une femme. Elle était devenue l'incarnation d'une idée, un mythe vivant, façonné par elle-même. Sa propreté n'était pas mesurée par la clarté de son corps, mais par la perfection de l'image qu'elle projetait. Dans son univers, l'eau n'était pas synonyme de purification, mais de menace. Elle pouvait dissoudre l'illusion, révéler l'humaine sous la couronne, et cela, la reine ne pouvait l'accepter. Ainsi, chaque parfum, chaque tissu, chaque bijou était un rempart contre la fragilité et la vérité. Élisabeth Ier avait compris que, pour conserver le pouvoir, il fallait parfois se cacher derrière un voile si épais que même soi-même, on ne pouvait plus distinguer ce qu'il dissimule. À la fin du XVIe siècle, alors que l'Europe connaissait d'importants bouleversements politiques et religieux, Élisabeth Ier demeurait l'une des figures les plus observées et les plus commentées de son temps. Chaque détail de sa vie à la cour suscitait la curiosité des ambassadeurs étrangers, des écrivains et des chroniqueurs. Mais ce qui frappait le plus ceux qui la rencontraient n'était pas seulement son intelligence ou sa fermeté politique. C'était l'étrange combinaison de faste et de dissimulation qui entourait son corps et sa personne. La reine avait élevé l'art de la présentation au rang de stratégie d'État. Dans un monde où l'information circulait lentement, mais où les rumeurs pouvaient ruiner une réputation en quelques jours, elle savait qu'un visage parfait et une silhouette irréprochable valaient autant qu'une victoire militaire. Le moindre relâchement aurait été interprété comme un signe de faiblesse. Ainsi, même dans ces dernières années, elle continuait à apparaître devant ses courtisans parée de ses plus beaux atours, le visage recouvert de blanc, les lèvres rouges, les cheveux coiffés d'une perruque flamboyante. Cette mise en scène permanente avait un prix. Les couches successives de fards, appliquées sur une peau déjà irritée par le plomb et le mercure, provoquaient des lésions chroniques. Des témoins rapportaient que sa peau présentait des zones rougies, des fissures et parfois même des plaies ouvertes que l'on s'empressait de dissimuler sous de nouvelles couches de maquillage et de poudre parfumée. Dans ses appartements privés, 1 ou 2 serviteurs de confiance avaient pour tâche exclusive de veiller à ce que ses épaules et son cou restent uniformément poudrés, même à l'abri des regards. Le refus de se baigner allait de pair avec un refus plus large, celui de se confronter à l'image réelle que lui renverrait un miroir. Les miroirs furent progressivement retirés de ses pièces personnelles, remplacés par des tentures et des tableaux. Elle ne voulait pas se voir telle qu'elle était devenue, préférant vivre dans l'illusion entretenue par les portraits officiels et les ombres flatteuses des bougies. Les résidences royales, malgré leur beauté, restaient des lieux où l'odeur et l'inconfort faisaient une partie du quotidien. L'absence de système de canalisation signifiait que les déchets s'accumulaient vite. Même les tapisseries épaisses et les planchers recouverts de jonchés parfumés ne pouvaient pas masquer indéfiniment la réalité. C'est pourquoi la cour adoptait un rythme de déplacement constant, presque comme une armée en campagne, changeant régulièrement de château ou de palais. Ces déménagements fréquents étaient présentés comme des visites stratégiques ou diplomatiques, mais ils avaient aussi pour but d'éviter l'insalubrité qui gagnait les lieux trop longtemps occupés. Les visiteurs étrangers, habitués à d'autres coutumes,
étaient souvent surpris par l'accent mis sur les parfums et les étoffes, plutôt que sur le lavage à l'eau. Dans certaines cours d'Europe, notamment en Italie ou en Espagne, les bains parfumés ou les ablutions rituelles existaient encore dans les cercles privilégiés. En Angleterre, en revanche, la méfiance envers l'eau restait profonde, renforcée par les souvenirs des grandes épidémies. Les miasmes étaient redoutés autant que les armes ennemies. Cette peur de l'eau et de la vulnérabilité corporelle trouvait chez Élisabeth un écho personnel. Elle avait vu sa mère, Anne Boleyn, tomber en disgrâce et finir sur l'échafaud à cause de complots et de rumeurs. Elle avait elle-même été emprisonnée durant le règne de sa demi-sœur Marie et savait à quel point la perception publique pouvait basculer rapidement. Dans ce contexte, préserver une image d'invincibilité passait avant toute autre considération, y compris la santé. Même ses moments de repos obéissaient à cette logique. Les appartements privés étaient imprégnés d'odeurs choisies, grâce à des bouquets d'herbes suspendus, des encens ou des pots pourris placés dans les recoins. Le linge de lit était régulièrement changé et parfumé, mais les draps, comme les vêtements, servaient aussi d'outils d'absorption et de masquage, remplaçant le rôle que l'eau et le savon auraient dû jouer. Les bijoux, eux aussi, faisaient une partie intégrante de cette armure symbolique. Colliers, bagues et broches n'étaient pas seulement des signes extérieurs de richesse, mais des points d'attention destinés à détourner le regard de ce que la reine préférait cacher. Ses portraits la montrent souvent couverte de perles, symbole de pureté, mais aussi efficace pour refléter la lumière et adoucir les traits du visage peint. La cour imitait fidèlement chaque aspect de son style. Les perruques rousses devinrent à la mode, tout comme les robes rigides à col haut et les manches bouffantes. Les dames adoptèrent des cosmétiques similaires, parfois au détriment de leur propre santé. Cette uniformisation renforçait l'aura de la souveraine. Plus tout le monde lui ressemblait, plus elle semblait être le centre naturel du pouvoir. Il y avait toutefois un revers à cette mise en scène. Certains diplomates et observateurs critiques notaient que l'obsession pour l'apparence pouvait détourner l'attention des affaires politiques urgentes. Mais pour Élisabeth, l'image et la politique étaient indissociables. Elle avait compris que dans un monde encore profondément marqué par la hiérarchie sociale et le cérémonial, la perception visuelle pouvait être plus efficace que n'importe quel discours. Son rapport au corps était donc double. D'un côté, elle le considérait comme un instrument sacré, devant rester pur et intouchable. De l'autre, elle acceptait de l'exposer à des substances dangereuses si cela servait à préserver le mythe qu'elle incarnait. Cette contradiction résume toute sa philosophie de l'hygiène, un mélange de prudence et de sacrifice où la protection de l'image passait avant celle de la chair. Dans ces dernières années, la fragilité physique devint plus difficile à dissimuler. Les maladies, les douleurs et la fatigue se faisaient sentir, mais elle continuait à tenir audience, à participer aux cérémonies et à se montrer en public avec le même éclat. Son maintien impeccable, malgré la souffrance, renforçait l'impression d'une reine au-dessus des faiblesses humaines. Cette fidélité à son propre rôle finit par l'enfermer. Élisabeth ne pouvait plus apparaître sans son armure de poudre, de parfum et de tissu, même dans l'intimité relative de la cour. Les rares personnes autorisées à l'approcher sans protocole voyaient une femme usée par les années et les produits toxiques, mais elle gardait le silence. Le secret faisait partie du pacte implicite qui liait la souveraine à ses serviteurs les plus proches. Ainsi, dans les dernières décennies de son règne, Élisabeth Ier avait réussi ce que peu de monarques avant elle avaient accompli: transformer son corps en un symbole d'État, intouchable et immuable. Mais ce triomphe visuel s'était payé au prix de sa santé et de son confort. L'hygiène, au sens moderne du terme, n'avait pas de place dans cet univers. Ce qui comptait, c'était la constance du mythe.
À l'aube du XVIIe siècle, le règne d'Élisabeth Ier touchait à sa fin. La reine, entrée dans sa 70e année, portait sur elle le poids de décennies de pouvoir, de vigilance et de mise en scène. Ses ennemis comme ses alliés savaient qu'elle avait réussi à conserver le trône dans un siècle marqué par les complots, les guerres et les rivalités religieuses, mais peu mesuraient à quel point cette réussite s'était appuyée sur une discipline implacable de l'image. Dans ces dernières années, les rumeurs sur son état de santé circulaient, malgré les efforts pour maintenir l'illusion. On parlait de douleurs constantes, de tremblements et d'une grande fatigue. Les signes d'empoisonnement au plomb et au mercure, accumulés au fil des décennies de maquillage, étaient probablement irréversibles. Sa peau, autrefois lisse et éclatante sous le fard, était devenue fine, irritée, marquée de cicatrices. Ses cheveux naturels s'étaient raréfiés, remplacés presque en permanence par des perruques lourdes et soigneusement coiffées. Pourtant, même affaiblie, Élisabeth refusait de se montrer vulnérable. Les audiences publiques se poursuivaient, les apparitions cérémonielles aussi, chacune réglée avec la même précision qu'au temps de sa jeunesse. Elle choisissait ses robes avec soin, préférant les étoffes rigides qui dissimulaient les changements de sa silhouette. Les colliers de perles, les gants parfumés et les mouchoirs imprégnés d'huile continuaient à faire partie de son arsenal symbolique. Chaque élément avait pour but de détourner le regard de ce qu'elle ne pouvait plus cacher entièrement, l'usure physique. À mesure que ses forces déclinaient, sa méfiance envers l'eau et le bain restait intacte. Le rituel quotidien se limitait toujours au changement de linge, à l'application d'eau parfumée et à l'usage de poudre pour absorber l'humidité et masquer les odeurs. Les pièces où elle vivait étaient constamment imprégnées de senteurs de fleurs séchées, d'herbes aromatiques et d'encens. Même son bâton de marche, qu'elle utilisait dans ces dernières années, était parfumé. Un geste pratique pour éviter les effluves désagréables, mais aussi un rappel silencieux de son statut. Son refus d'affronter la réalité de son corps se manifesta de manière symbolique lorsqu'elle fit retirer de ses appartements les derniers miroirs restants. Elle ne voulait pas voir les marques laissées par le temps, préférant se souvenir d'elle-même telle qu'elle apparaissait dans les portraits officiels, éternellement jeune, forte et immuable. Cette décision n'était pas uniquement personnelle. Elle servait aussi à protéger l'image de la monarchie auprès de ceux qui l'entouraient. Dans un système politique où la stabilité dépendait en partie de la perception populaire, admettre sa fragilité revenait à fragiliser le trône. L'influence de son style, de ses choix vestimentaires et de ses habitudes dépassa largement le cercle de la cour. Les modes qu'elle avait instaurés continuèrent à inspirer l'aristocratie et, par imitation, les classes plus modestes qui cherchaient à reproduire certains aspects de son allure. Même ses excès, comme la noirceur de ses dents, conséquence de sa passion pour le sucre, restèrent un signe d'élégance pendant un certain temps, preuve que le pouvoir pouvait transformer une faiblesse en marque de prestige. Lorsqu'elle mourut en 1603, après 45 années de règne, la légende de la Reine Vierge était solidement ancrée dans la mémoire collective. Ses funérailles furent grandioses, à l'image de sa vie publique. Un dernier défilé où la mise en scène domina une fois encore. Le peuple, rassemblé pour lui rendre hommage, voyait en elle l'incarnation de la grandeur anglaise, oubliant ou ignorant que derrière le masque se cachait un corps abîmé par les pratiques de son époque. Après sa mort, les témoignages de ceux qui avaient eu accès à son intimité commencèrent à circuler, révélant des détails sur ses habitudes d'hygiène, son maquillage toxique et les rituels complexes qui rythmaient ses journées. Mais ces révélations n'entamèrent pas vraiment sa réputation. Au contraire, elles ajoutèrent une dimension presque mythologique à son personnage. Le contraste entre la splendeur visible et la réalité cachée fascinait autant qu'il étonnait. Pour les historiens modernes, le cas d'Élisabeth Ier
illustre parfaitement comment l'hygiène et l'apparence pouvaient, à la Renaissance, être des instruments de pouvoir. Ce qui, aujourd'hui, nous semblerait paradoxal. Éviter l'eau pour rester propre, s'enduire de poison pour paraître en bonne santé, était alors perçu comme une stratégie légitime. Le corps de la reine n'était pas un simple organisme à entretenir, mais un symbole politique à préserver. Sa vie démontre aussi que la frontière entre le soin de soi et l'autodestruction peut être mince lorsque l'enjeu est le maintien d'un mythe. Les sacrifices physiques qu'elle consentit pour protéger son image montrent à quel point, dans son esprit, la santé individuelle comptait moins que la stabilité de la couronne. En ce sens, Élisabeth Ière ne se considérait peut-être pas comme une simple femme, mais comme un être public dont chaque geste, chaque apparence devait servir la cause du royaume. Aujourd'hui, les palais où elle vécut sont devenus des monuments visités par des milliers de personnes chaque année. Les salles d'apparat, les portraits officiels et les bijoux exposés continuent à nourrir la fascination pour son règne. Pourtant, peu d'entre eux se rendent compte que, derrière ces murs, la réalité quotidienne était marquée par l'absence de commodités modernes, par l'omniprésence des odeurs et par un rapport au corps façonné par la peur et la symbolique. L'histoire d'Élisabeth Ière rappelle enfin que l'hygiène est aussi un reflet des croyances, des connaissances et des priorités d'une époque. Dans son monde, se baigner n'était pas synonyme de santé, mais de danger potentiel. Le parfum et la poudre remplaçaient le savon et l'eau, et la constance de l'image valait plus que la propreté réelle. À travers son règne, elle transforma ces contraintes en outils politiques, prouvant qu'une reine pouvait régner autant par ce qu'elle montrait que par ce qu'elle cachait. Ainsi s'achève le récit de cette souveraine qui fit de son corps une forteresse, de son visage un emblème et de son hygiène une arme subtile. Élisabeth Ière laissa derrière elle un héritage complexe, fait de victoires navales, de consolidation religieuse, mais aussi de stratégies d'apparence qui continuaient à intriguer et à inspirer. Elle incarne, plus que tout autre, cette vérité intemporelle. Dans l'arène du pouvoir, l'illusion peut parfois peser plus lourd que la réalité.